Le Burkinabé Bassirou Sorgo cède son fauteuil à Antonio Dario. Maillot jaune de la 32e édition du Tour cycliste international du Faso. L'Angolais s'est montré costaud en bouclant les 1212 km en 27 h 0 minutes 2 secondes. Mais le Burkinabé Bachirou Nikema est incontestablement la révélation de cette édition 2019. Le Burkinabé maillot vert et vainqueur des deux étapes a fait sensation sur le boulevard de l'Indépendance en remportant la 10e étape en présence du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Le défi sécuritaire a été relevé et une organisation quasi parfaite. Tout de suite, vous aurez le président du comité national d'organisation, le commandant Yasne Manegré Bruno Sawadogo et le directeur technique national et deux cyclistes sur ce plateau pour faire le point de cette édition 2019. Salitas en pleine confiance et pour preuve en séance de rattrapage de la 6e journée du Faso Foot. Salitas n'a pas fait de cadeau au Majestic Sporting Club. Les Colombes ont infligé une lourde défaite aux Magiciens 4-0. Les buts et les réactions dans ce magazine. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous. Et on va partir tout de suite et maintenant pour parler donc de cette 32e édition du Tour cycliste international du Faso. On les attendait donc en jaune, mais ils sont arrivés en vert et rose. Les étalons de Burkina Faso ont raté le maillot le plus important de la compétition, laissant ainsi le champ libre à l'Angolais Manuel Antonio Dario qui monte sur la plus haute marche du podium dimanche sur le boulevard de l'Indépendance. Le spectacle était à la hauteur lors de la 10e et dernière étape courue entre Kombisiri, longue de plus de 100 km avec un circuit fermé de 4 km 500 à parcourir 12 fois. À l'arrivée, Bachirou Nikema fait le show et s'impose. Salif Ouedraogo pour le résumé. Un Bachirou Nikema de feu tient tout le monde en respect devant le président du Faso sur le boulevard de l'Indépendance. Ce matin à Kombisiri, cité de la patate douce, 72 coureurs en plus de Bachirou Nikema signent pour le départ. Au menu 5 km 600. Tout est calme dans le peloton, même si ça va vite devant. C'est à Balkou à l'entrée de Ouagadougou que 5 hommes se détachent avant d'être repris sur l'échangeur de Ouaga 2000. 3 autres coureurs réussissent à partir. Ils sont les premiers à parader sur le boulevard où un circuit de 12 tours atteint ses forçats de la route. À 2 tours du final, l'horizon semble sombre chez les étalons cyclistes. Mais un homme, Bachirou Nikema, prend en lui l'exploit de signer la 3e victoire de Burkina sur ce tour. L'étalon devient le seul coureur à avoir enregistré 2 victoires sur les routes du 32e tour du Faso. Il devance sur la ligne d'arrivée le néerlandais Peter Mex et l'éléphant Abou Sanogo. Temps mis 2 h 5 minutes 19 secondes, soit plus de 46 km/h. Le maillot rose des sprinteurs et le vert, celui du classement au point, reste au Burkina Faso avec respectivement Souleymane Kone et Bachirou Nikema. L'Angolais Manuel Antonio Dario, maillot jaune, est le grand vainqueur du 32e Tour cycliste international du Faso. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, himself, était sur le boulevard de l'Indépendance pour vivre en live l'arrivée de cette 32e édition du Tour cycliste international du Faso. À l'issue de la course, il s'est prononcé sur le déroulement de cette édition. Il est au micro de Mahamadi Wena. D'abord, remercier l'ensemble des pays, au nombre de 12, qui ont participé à cette édition. Malgré, comme je l'ai dit, un contexte sécuritaire difficile, cela honore le Burkina Faso et cela montre que nous pouvons toujours réaliser des activités quand on tient compte du fait que le Tour a traversé un certain nombre de régions de notre pays. Je voudrais également féliciter tous les cyclistes, en particulier ceux qui ont gagné, notamment l'Angola, cette fois-ci qui a participé et qui a remporté les 2 premières places, la Suisse pareillement, et dire que le Burkina Faso, dans cette épreuve, n'a pas démérité. C'est une compétition africaine
il faut bien que le meilleur gagne. Mais nous pouvons également nous féliciter du fait que nous avons dans les 3 étapes, dont la dernière, ce qui est la satisfaction du gouvernement et du peuple burkinabé. L'occasion m'est donnée également de féliciter toute la fédération de cyclisme, tous ceux qui ont assuré la sécurité, les organisateurs, la presse, et qui n'ont ménagé aucun effort pour faire de cette édition une édition qui a été, pour moi en tout cas, un véritable succès. Donc, longue vie au Tour du Faso et on espère que la prochaine édition sera encore plus belle. Et je reçois sur ce plateau le président du comité national d'organisation, par ailleurs président de la Fédération burkinabé de cyclisme, M. Yassine Malgré Sawadougou Bruno. Bonsoir. Bonsoir, Modeste. Et je reçois le directeur technique national de cyclisme, M. Martin Sawadougou. Bonsoir. Bonsoir. Et puis sur ce plateau, 2 cyclistes, et non des moindres, Paul Domon, vainqueur du Tour de la Côte d'Ivoire 2019, et Bassirou Nikema, maillot vert du Tour du Faso 2019. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Voilà. Alors, déjà, Président, que pensez-vous de la présence du président du Faso sur le boulevard pour assister à l'arrivée finale du Tour cycliste international du Faso? Il faut dire que recevoir, ou en tout cas accueillir la plus haute autorité du pays à une manifestation sportive telle que le Tour du Faso est vraiment un honneur, voilà, fait à ce sport-là, et un honneur fait à cette compétition. Le président du Faso est le premier supporter des étalons cyclistes. Et donc, en étant présent, ça a bien sûr galvanisé nos étalons et qui, c'est vrai, n'ont pas remporté le maillot jaune, mais ont remporté l'étape la plus prestigieuse. Et ça, vraiment, il n'y a pas 1000 manières de l'exprimer. Nous sommes vraiment reconnaissants à son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré pour avoir honoré de sa présence l'étape ultime donc, du Tour du Faso, la 32e édition et surtout l'édition du centenaire de notre cher pays que nous avons tenté de célébrer à notre façon par le vélo. Alors, on va dire, vous étiez sur le Tour, vous avez fait les 10 régions, et puis une visite au Togo. Comment avez-vous vécu ce Tour du Faso-là? Mais il faut dire que cette 32e édition était une édition particulière quand on veut parler du contexte. Mais nous avons eu la chance d'être entourés d'un comité national d'organisation expérimenté, chevronné et conscient donc de l'enjeu de l'organisation de cette édition. Les gens se sont vraiment mis rapidement à la tâche. Chacun ayant pris beaucoup plus au sérieux l'organisation de cette édition et chacun ayant fait des concessions par rapport au budget, et tout ensemble nous donnant donc les mains dans la main parce qu'il fallait travailler entre les différentes commissions et surtout se concentrer sur la commission sécurité qui avait, on va dire, le travail principal à faire. Qui cristallisait toutes les attentions. Voilà. Donc, Dieu merci, tout s'est bien passé. Pour nous, en tout cas, nous tirons un bilan très très positif de cette organisation, sur le plan résultat aussi. Mais c'est vrai que l'arbre ne doit jamais cacher la forêt. Il y a donc un bilan général qui sera fait. Et nous rendrons compte au peuple burkinabé d'ici à 3 semaines de comment est-ce que le tour s'est passé, quels sont les points positifs, quels ont été les points négatifs, et le bilan aussi financier. Et le plus important, nous tirons donc des leçons afin d'améliorer encore la 33e édition sur le plan organisationnel et bien sûr sur le plan résultat. Alors, monsieur Martin Sawadougou, vous êtes le directeur technique national.
D'abord, l'objectif c'était de remporter le maillot jaune et puis vous revenez avec un maillot vert et puis un maillot rose. Est-ce que déjà on va dire que il y a quelque chose qui n'a pas marché? Bien sûr que oui. Et notre objectif premier c'était l'obtention du maillot jaune. On l'avait, on voulait le préserver, c'était notre premier objectif. Alors, on ne l'a pas eu, donc je ne peux pas dire que l'objectif a été atteint de façon souhaitée. Alors, je suis aussi satisfait parce que quand le maillot jaune, on sentait qu'il nous échappait, on a recadré un peu nos objectifs. Donc, on a essayé d'aller chercher le maillot, bien sûr, qui est très convoité aussi dans un tour cycliste. Après le maillot jaune, c'est le maillot vert, qui est reconnu à l'Union cycliste internationale. Là où on a eu avec, bien sûr, le jeune Bassilou qui est là, donc tout le monde s'est mis à la tâche. Ensuite, on a aussi reconquéri le maillot de sprint intermédiaire aussi, qui était un maillot reconnu par l'Union cycliste internationale. Et 3 victoires d'étape, et être troisième, quatrième pays, et avec bien sûr ces équipes très aguerries, je pense qu'il y a aussi, on peut tirer une grande satisfaction quant à la performance des étalons cyclistes. Le maillot jaune, vous l'avez perdu notamment sur l'étape d'Edougou, Bobo Julasso. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que jusqu'à présent, on ne comprend pas ce qui s'est passé. D'aucuns disent que j'assume, d'aucuns disent que ce sont les coureurs, d'autres disent que ce sont les entraîneurs. À qui la faute véritablement? Bon, en fait, dans une course cycliste, souvent il y a des choses qui peuvent échapper à tous les niveaux. Vous savez que l'étape Bobo de Dougou a vu en tout cas un écart énorme qui a échappé un peu, en tout cas aux coureurs jusqu'à 8 minutes. Jusqu'à 8 minutes, et même les Rwandais. Parce que ceux qui étaient là-bas, c'était d'abord les Suisses qui voulaient préserver leur maillot jaune. Ensuite, il y avait bien sûr l'Angola qu'ils avaient jusqu'à 2 dans la composition, donc plus aussi les Belges. Et les Burkinabés et les Rwandais se sont guettés parce que les Rwandais voulaient aussi récupérer le maillot, parce que ensuite les Burkinabés aussi voulaient à un moment donné aussi, c'est-à-dire contre-attaquer. Donc ils se sont jetés un peu la balle, mais les consignes étaient claires au niveau de la direction technique. Aucun ne bouge, il faut aller. Quelles étaient les consignes? C'est-à-dire qu'on n'attaque pas, on laisse faire? Il y a pas, vous savez que quand on démarre au niveau des briefings avec les entraîneurs, c'est-à-dire que par rapport à la lecture même, et les résultats qu'on a donnés, les forces en présence, c'est-à-dire que les consignes donnent à ce niveau. Donc pour moi, j'ai un principe, la course c'est devant. Une fois que vous cherchez, offensif. Voilà, je suis offensif, et surtout que nous ne détenons pas le maillot, donc il ne faut pas laisser l'écart. Alors, à partir du moment où c'était 1 minute, 2 minutes, on croyait que les Rwandais allaient attaquer. Le Rwandais aussi est là, il dit non, nous on ne va pas s'épuiser, on va attendre parce que c'est le Burkinabé qui doit chercher. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement pour qu'on n'attaque pas, parce que j'ai même crié, mais du reste, ça arrive en sport. Les Rwandais, ils ont en quelque sorte enlevé 4 minutes. Et c'était à nous de faire le reste du boulot. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Et ça aussi, bon, ce n'était pas bien. On peut dire que c'est des erreurs qui arrivent dans une course cycliste. Alors, Paul Domon, vous étiez un acteur principal dans ce peloton. Est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé? Parce qu'on dit qu'on a donné les consignes. Finalement, vous n'avez pas bougé, vous êtes resté assis, attentiste. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est vrai que, comme l'a souligné le directeur technique, il y a eu cette espèce de jeu d'attente au fait entre les équipes Faso, puisqu'à l'avant en fait c'était le Rwanda qui était détenteur du maillot jaune, avec l'Angolais le 271 qui était uniquement à 30 secondes du maillot jaune. Donc voilà, on pensait que le Rwanda allait mieux s'employer au fait à la poursuite de l'échappée, puisqu'ils étaient le plus menacés. Mais voilà, le Rwanda aussi nous a laissé, on peut dire, la carte sur la mise en œuvre de la poursuite, puisque on avait aussi une menace au niveau du maillot des sprints intermédiaires avec le Suisse qui était à l'avant. Donc voilà, c'était une histoire d'attente et ça s'est joué au fait sur la pression psychologique plus que physique. Voilà, et parmi vous tous, personne n'a osé dire écoutez, je sors, vous êtes resté là? Oui, il y a eu effectivement quelques attaques qui ont fusé au cours de l'étape.
Et voilà, vous savez, sur une étape aussi longue que ça, une échappée d'uniquement 4 coureurs qui possèdent même 8 minutes à 160 km de l'arrivée, vraiment les chances que cette échappée arrive au bout sont infimes. Donc voilà, c'est aussi ça qui nous a piégés. Vous êtes dit que vont s'épuiser. Voilà, donc on peut rester tranquille, de toutes les façons ils n'iront pas loin, ils pourront... Voilà, normalement c'était ça le but, voilà, essayer de les laisser s'épuiser, faire la course à l'avant et voilà, animer la chasse voilà, sur la fin de l'épreuve. Mais voilà, ils ont montré aussi une grande attitude de résistance face au retour du peloton. D'accord. Alors, Monsieur le Président, on va dire que c'est un échec pour le Burkina, puisque le maillot jaune n'est pas là, mais il y a au moins ce maillot vert et rose. Est-ce que c'est un échec pour vous? Pour nous, en tant que président du comité national d'organisation, et je pense aussi pour le peuple burkinabé, la première victoire de cette édition, donc, c'était de relever le défi de l'organisation. Et en ce qui concerne les résultats, c'est vrai que, comme disait le directeur technique national tout à l'heure, l'objectif donc était de préserver notre maillot jaune, mais dans une compétition cycliste, les maillots verts et roses ne sont pas négligeables. Et les ayant obtenus, pour moi, je tire un motif de satisfaction. Et hier, j'ai félicité de vive voix les étalons cyclistes. Parce que le gagnant aussi doit apprendre à perdre. C'est avec justement des échecs que nous apprenons et que nous devenons plus forts. La vitesse moyenne générale était d'environ de 45 km/h. La plus faible a été enregistrée sur l'étape dont on parlait tout à l'heure, la première 182 à 43 à peu près km/h et la plus forte à 48 km/h. C'est la vitesse moyenne, la dernière étape. C'est les moyennes que nous n'avons pas l'habitude d'entendre. Et les étalons cyclistes se sont quand même bien comportés sur ces moyens-là. Moi, je me demande d'ailleurs comment ils ont fait pour suivre. Donc, j'en suis déjà surpris. Et c'est pour cela que je les ai félicités. Et nous allons tirer des leçons pour que, en tout cas, à l'édition de la 33e édition en 2020, nous puissions reconquérir notre maillot jaune. Et je pense que aussi c'est ce qui fait la saveur du Tour du Faso. Voilà, savoir perdre pour savoir gagner. On n'organise pas pour forcément gagner. Normalement, on n'organise pas pour forcément gagner, mais on organise pour gagner aussi. Pour me répéter ou bien pour me contredire. Ça va être en tout cas avec joie que nous voulons en tout cas offrir donc, ce maillot jaune de nos jeunes peuple burkinabé qui en a vraiment actuellement besoin. Ça va être notre façon aussi de célébrer ce centenaire. Ça va être notre façon aussi de rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité qui sont au front. Mais le vert n'est pas négligeable et je demande au peuple de l'accepter. Et en tout cas, nous allons retravailler pour conquérir le maillot jaune. Et je voudrais aussi faire une petite ouverture. Oui. Sachez que le Tour du Faso a pour objectif d'évoluer. Okay. Et les gens ont dû l'imaginer. Déjà à cette édition, nous avons tenté d'envoyer des équipes fortes pour que les gens sachent à quoi il faut s'attendre quand on va vouloir évoluer, quand on va passer à l'étape supérieure. 2.1. C'est ça. Parce que le niveau actuel, c'est 2.2. 2.2 toujours. Et c'est pour aussi commencer à apprendre aux amoureux de la petite reine, au peuple burkinabé de façon générale et au monde du cyclisme, de s'attendre aussi, d'apprendre à perdre. D'apprendre à perdre, parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, donc dans les échecs que nous tirons vraiment des leçons. Parce que organiser un Tour du Faso et le gagner chaque fois, vraiment je ne pense pas que ça pourrait nous envoyer loin. Ça ne donnerait pas envie aussi aux autres de venir. Si chaque fois vous... D'accord. Voilà. Alors on va aller voir qui est le vainqueur de cette édition 2019. Le vainqueur du Tour du Faso 2019 est angolais. Il nous vient du pays des antilopes noires. Manuel Antonio Dario, puisque c'est de lui qu'il s'agit, remporte à 26 ans son premier titre majeur. Allons à la découverte du cycliste de Baye Sikassal Petro de Luanda dans ce portrait signé Salif Ouedraogo.
Pour la première fois, le Tour du Faso couronne un ressortissant de l'Afrique australe et surtout un Angolais en jaune. Manuel Antonio Dario est devenu à compter de ce jour le premier coureur du pays des Palancas Negras à remporter le Tour du Faso. Le Tour beaucoup fort, beaucoup compétitif. Le cycliste strong, beaucoup fort. Le Tour beaucoup organisé. L'Angolais signe au Burkina sa première grande victoire en carrière. Dario 2015, deuxième le Tour du Congo. 2017, deuxième le Tour de Madagascar. Et Tour de l'Angola, première édition du Tour de l'Angola, deuxième. La spécialité de Dario, c'est la course contre la montre. Il est également le meilleur grimpeur de sa formation Baïlsi Kazal, Petro de Luanda. C'est d'ailleurs sur la route de Dougou Bobo qu'il a profité du relief peu accidenté pour chipper le maillot jaune. Je peux dire qu'il a les talents d'un professionnel. Donc le maillot jaune, c'est pas qu'on ne le veut pas, mais le gars réellement il mérite le maillot jaune parce qu'il travaille beaucoup. On est sur le terrain, on se connaît et je sais de quoi aussi il est capable. Il est très fort. Je pense pas que je pourrais le battre aujourd'hui. Mais je crois que je suis encore dans le jeu. Du haut de son mètre 83, Manuel Antonio Dario est à 26 ans. Le 17e coureur non burkinabé a remporté le Tour du Faso. Il est étudiant en cours supérieur d'éducation physique à l'université de Luanda. Merci Salif Ouedraogo. 15 équipes de 13 pays ont marqué leur présence à cette 32e édition. 10 jours de course, 10 régions traversées et un pays de la sous-région visité, le Togo. L'Angolais Manuel Antonio Dario est le grand vainqueur. Voici le bilan de la 32e édition du Tour cycliste international du Faso, signé Salif Ouedraogo. Déception, joie, galère, délivrance. Combativité, victoire couronnée de bonheur. Le 32e Tour cycliste international du Faso, édition centenaire du Burkina, a été riche en émotions. De beaux paysages découverts sous une accélération impressionnante. La caravane a traversé 10 régions du Burkina, plus un pays voisin visité, le Togo. Ce sont 1212 km parcourus, sans oublier les 1058 autres kilomètres de transbordement. La vitesse moyenne générale est estimée à 45 km/h. La plus faible, 42 565 km/h, a été enregistrée sur l'axe Dédougou-Bobo, l'étape la plus longue de ce tour. 48 km/h, un rythme imprimé lors de la dernière étape courue entre Kombisiri et Ouagadougou, est l'accélération la plus rapide de cette édition. Sur les 15 équipes qui ont pris part à la compétition, 8 ont pu réaliser une victoire d'étape. Seule l'équipe A du Burkina a enregistré 3 victoires dans ce tour, grâce à Bachirou Nikiema, l'unique coureur à avoir remporté 2 étapes, et Mathias Sorgo. Par contre, le cycliste ayant mis moins de temps pour boucler les 1212 km est l'Angolais Manuel Antonio Dario en 27 heures 0 minutes 2 secondes, soit 54 secondes de moins que son compatriote Bruno Suisse Jonas Doring, pointé à 1 minute 24 secondes du maillot jaune. Le premier Burkinabé, Bachirou Nikiema, occupe la 5e place au général. Abdoulaziz Nikiema, maillot jaune 2013, arrive 9e à 3 minutes 57 secondes du vainqueur. Mathias Sorgo, vainqueur du Tour du Faso en 2018, est 17e à 4 minutes 27 secondes de l'Angolais. Tandis que le vainqueur du Tour du Faso en 2016, Aruna Ilbouro, se retrouve au 50e rang à plus de 23 minutes du vainqueur. C'est justement la formation angolaise Baïlsi Kazal Pétrole de Luanda qui occupe la première place du classement général par équipe. Elle est suivie du Rwanda de Moïse Mugisha. La formation allemande Ambroise de Waal est 3e devant l'équipe A du Burkina, classée 4e. Débutée le 25 octobre dernier avec 87 coureurs, la caravane du Tour du Faso s'est arrêtée à Ouagadougou avec 73 cyclistes, soit 14 abandons.
Le grand vainqueur du Tour du Faso 2019 vient du pays des Palancas Negras. Il se nomme Manuel Antonio Dario. Alors, DTN, voilà. Donc, on commence avec beaucoup de cyclistes. Finalement, on arrive à 74 coureurs qui arrivent à Ouaga. On peut dire que c'est un bon bilan quand même. Bien sûr. Au départ, je disais que nous avons des équipes très aguerries qui vont prendre part à ces éditions, puisque les gens se déploraient que le Maroc ne sera pas là, plus l'Érythrée, ça serait un tour en baisse. J'ai dit non. J'ai dit la présence du Rwandais, la présence bien sûr de l'Angola, qu'on connaît quand même sur le plan international, et les Suisses et puis l'Allemagne, ça serait un tour très rehaussé. Et si vous voyez, sur 80 coureurs, 74 arrivent, je peux dire que presque tous les coureurs étaient au top. Et si je prends aussi les étalons cyclistes, parmi les sélectionnés, aucun n'a abandonné, tout le monde est arrivé à bon port. Donc, et avec la vitesse moyenne imprimée, je peux dire que l'ensemble même des coureurs qui ont pris part à cette compétition sont réellement de très haut niveau. Alors, Bachirou Nekema, maillot burkinabé, 5e, maillot vert. Alors, on t'appelle F. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'on m'appelle F, parce que c'est pas dit que c'est un nom de moto, quoi. La Satria 4. Quand j'ai commencé le vélo, les gens m'appelaient F, quoi. Que je suis pédalé comme F. Parce que j'aimais la moto là. Ça va vite? Oui, ça va vite. C'est ça, on m'appelle F. D'accord. Alors, comment te sens-tu au lendemain d'une telle aventure? Parce que 10 jours de course, c'est pas évident. Et puis, finalement, tu arrives à remporter le maillot vert. Et puis, 5e au classement général. Comment tu te sens? Parce que je me sens bon. Parce que la compétition, c'était pas facile. Parce que c'est le travail de l'équipe. Parce qu'on m'a dit, c'est parce que j'ai gagné. C'est pas dit que c'est ma force qui m'a fait remporter cette victoire. Parce que c'est l'esprit de l'équipe. Tout le monde a battu et que ça a marché. Alors, c'est le maillot jaune qu'on cherchait. On n'a pas eu le sens aussi pour remporter cette maillot. Mais parce que malheureusement aussi, nous, ce qu'on a eu, on a battu pour gagner le maillot. Vous êtes content de l'avoir? Oui, j'étais très très content. D'accord. Alors Paul, on sait que vous deux, vous êtes les espoirs, pas vous deux seulement, avec Suleiman Koné et bien d'autres, vous êtes les espoirs du cyclisme burkinabé aujourd'hui. Ça dit qu'on mise beaucoup sur vous pour que vous puissiez nous rapporter des lauriers. Déjà, tu étais au championnat du monde U23, ce qui est une très bonne nouvelle déjà. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de la participation de Paul à cette 32e édition du Tour cycliste? Parce que c'était pas facile, on a vu. Oui, c'est vrai que l'édition 2019 pour moi n'est pas synonyme de réellement de victoire. C'est difficile de ne pas être là où on s'attend à être. Voilà, c'est vrai que comme vous l'avez souligné, Bassirou et moi représentons vraiment l'espoir du cyclisme burkinabé avec les autres cyclistes U23. Mais voilà, cette année, c'est vrai que j'étais attendu, on peut dire, à de meilleurs résultats que ça. Mais voilà, des petits problèmes de santé, un peu de fatigue en fin de saison et quelques petites malchances sur le tour ne m'ont pas permis, voilà, de briller. Mais personnellement, voilà, je ne suis pas déçu. Je prends cela comme une expérience favorable. J'essaie de positiver sur ce qui s'est passé sur ce Tour 2019. Parce que voilà, c'est ma deuxième participation. Donc voilà, c'est toujours bien d'emmagasiner, voilà, toujours de l'expérience. Voilà, je peux quand même être content. Voilà, à la première édition, être dans une équipe qui remporte le maillot jaune. À la deuxième édition, être acteur de la victoire du maillot vert. Donc pour moi, ça reste quand même une expérience positive. Alors, Président, est-ce que les garçons ont été bien entraînés? Je veux dire, est-ce que les garçons ont eu les moyens nécessaires pour faire un bon regroupement, pour bien se préparer? Parce que ces aspects-là aussi, ça compte en cyclisme. Un bon cycliste, c'est celui qui se prépare bien. C'est pas seulement que le cyclisme, même en sport. Est-ce que vous avez mis les moyens? En tout cas, s'il y a la chose, s'il y a quelque chose, s'il y a une vérité qu'il faille dire, c'est que je voudrais très sincèrement remercier le chef du département de sport, LH Daouda Azupio, qui vraiment est un ministre à l'écoute donc du cyclisme burkinabé. Il n'a pas hésité à mettre à notre disposition tous les moyens nécessaires pour que les étalons cyclistes puissent non seulement participer
à des compétitions internationales au cours de la saison, mais aussi à faire plusieurs semaines d'entraînement dans les localités donc, de Bobo-Dioulasso et de Koudougou pour se préparer pour donc, entamer la 32e édition du Tour du Faso. Les étalons sont là, vous pouvez le confirmer. En ce qui concerne en tout cas la préparation, vraiment, il n'y a rien à dire. Tout s'est bien passé. Tout s'est très bien passé. D'accord. On le verra tout à l'heure, on va le leur demander. À Bobo-Dioulasso, lorsque nous étions à la 7e étape, le ministre des Sports et des Loisirs, Daouda Azoupio, a rencontré les partenaires, ceux qui font le tour du Faso. Le patron des sports leur a livré un message du président du Faso, le président Rockmark Christian Kaboré. Suivez le reportage de Salif Ouedraogo. Avant l'arrivée finale, Daouda Azoupio et ses plus proches collaborateurs échangent avec les partenaires du 32e Tour cycliste international du Faso. Cette rencontre, au parfum d'un bilan du Tour, est une tribune pour le ministre des Sports et des Loisirs de rendre un hommage à tous les hommes et femmes qui contribuent au bon déroulement de la grande messe du cyclisme. Votre accompagnement chaque année, de façon fidèle, de façon indéfectible, a toujours permis au Tour du Faso de se réaliser. Je pense que nous sommes à 90 ou à 95%, en tout cas de taux d'exécution de la 32e édition, et on peut se féliciter en tout cas du succès. Saisissant la perche tendue par le ministre des Sports, le président du Comité national olympique et des sports burkinabé, Singapina Jayamero, s'érige en avocat défenseur des causes des cyclistes. L'effort seulement ne suffit pas. Je voudrais vous demander exceptionnellement de regarder au-delà du sponsoring que vous faites directement pour l'organisation du Tour. Un sponsor peut à un moment donné essayer de créer un déclic en achetant un vélo, 2 vélos. Je pense que la plupart c'est des établissements financiers. Donc il faut nous aider à faire en sorte que nos cyclistes aient accès à l'extérieur. Parce que ils ont beau faire, ici, là, c'est pas facile. À la suite des partenaires, Daouda Azoupio a salué le travail abattu par les journalistes depuis le début de la caravane. Un budget de 400 millions. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que vous avez bouclé ce budget? Est-ce que le budget a été, on va dire, suffisant? Et puis, en plus, est-ce que vous avez des ardoises? C'est la question un peu à laquelle souvent nous titubons avant de répondre, surtout par rapport est-ce que nous avons toujours des ardoises. Il faut dire que cette année, particulièrement, je le disais dans mon propos, le comité d'organisation a été compréhensif. Nous avons à un moment donné fait le point des recettes sûres. Et c'est sur ces recettes-là donc que nous avons procédé à un arbitrage et chaque commission savait donc à quoi s'en tenir en se réarticulant donc en interne. Donc nous allons dire à la fin donc, de cette 32e édition du Tour du Faso, nous sommes vraiment sereins sur le plan budgétaire parce que les recettes en tout cas annoncées, je dis annoncées parce que nous n'avons pas toutes obtenues, en tout cas sont nettement supérieures aux dépenses que nous avons eu à réaliser. Et les ardoises existent parce que les recettes rentrent à compte-gouttes et au fur et à mesure nous satisfaisons donc nos dépenses. Donc dans 3 semaines, je disais, nous allons faire un bilan général. En tout cas, ce bilan devrait être très très positif. On va dire peut-être même mieux que l'année passée. D'accord. La RTB est un partenaire traditionnel mais naturel du Tour du Faso. Est-ce que, bon, enfin, quel est l'état de santé des relations entre le comité d'organisation et la RTB? Il faut dire que de ce qui me revient, en tout cas à travers donc le chargé de la communication donc du Tour du Faso, nous sommes en tout cas en de très très bonnes relations avec la RTB de façon particulière, mais avec tous les médias de façon générale. Mais vous savez que nous sommes un comité national d'organisation. Par mesure de sécurité, donc nous ne pouvons pas donc
il faut dire, accepter toutes les presses. Voilà, nous faisions un arbitrage à tous les niveaux. Et c'est ainsi que certaines presses sont un peu délaissées, mais je suis sûr qu'il y a un processus de façon rotative, en tout cas, les presses sont représentées sur le Tour du Faso par édition, mais avec la RTB, elle a toujours été à nos côtés, elle nous a toujours accompagnés, et je peux dire, sans me tromper, que les relations sont très bonnes. D'accord, vous n'allez pas tourner le doigt à la RTB un jour? Non, pourquoi? D'accord. La télé nationale, c'est la radio nationale. Voilà, en tout cas, c'est vraiment un support de communication qui aide donc le Tour du Faso à son rayonnement non seulement national, mais surtout international. D'accord. Alors, DTN, les perspectives, le Tour du Faso s'est terminé. Les perspectives rapidement avec l'équipe nationale? Je pense qu'on va continuer dans la dynamique de préparation comme ce que vous le dites, parce que vous savez que la saison sportive finit le 31 décembre et commence le 1er janvier. Et comme venait de dire Paul, ils ont beaucoup carburé, surtout en termes de préparation, compétition internationale et nationale. Donc je pense qu'il faudrait les laisser récupérer. Et actuellement, nous allons partir avec l'administration, le renouvellement des licences. Et ensuite, nous avons bien sûr quelques compétitions qui vont maintenir. Il y a aussi des programmes de formation que le bureau fédéral nous a instruits. Et pour tous les acteurs, je vais parler des dirigeants, surtout à ce qui me concerne, c'est surtout les entraîneurs, ensuite les commissaires et bien d'autres officiels techniques. Donc je pense qu'on va être dans ces secteurs-là. Ensuite, il y a des secteurs de développement. Voilà, nous avons reçu aussi l'instruction de faire de très bons programmes pour le cyclisme féminin qui est en train d'émerger. Et je peux vous confirmer aujourd'hui que nous avons une qui est en train, en tout cas, d'explorer, qui est actuellement même en Suisse pour un stage en tout cas de haut niveau. Bon, là où il pourrait même, en tout cas, embranger, si vous voulez, les chemins du professionnalisme. Donc, je crois que de façon globale, on sera un peu passif, mais on va travailler pour une certaine programmation, un plan d'action qui va débuter le 1er janvier. Alors Paul Domont, 2020, le maillot jaune, c'est possible? C'est un objectif pour toi? Oui, bien sûr, c'est l'objectif principal à chaque fois que l'on s'aligne sur le Tour du Faso. Voilà. Donc comme je le disais tout à l'heure, voilà, la saison 2019 m'a servi d'exemple et j'utiliserai au fait cette saison en essayant de tirer toutes les leçons, en tirer le positif comme le négatif pour voilà, mieux gérer ma saison 2020 afin d'arriver peut-être au Tour du Faso avec plus de fraîcheur, afin de voilà, concurrencer avec des équipes qui seront... la fraîcheur, c'est très important. Ouais. La fraîcheur. Ouais, avec des équipes qui seront, voilà, comme le président l'a annoncé, de plus en plus fortes. D'accord. Voilà, alors Bassirou, tu as eu le maillot vert. En tout cas, le Burkina est très content. Vous avez vu sur le boulevard de l'Indépendance hier, vous avez été porté par les supporters. L'objectif, c'est quoi maintenant? Après le maillot vert, c'est quoi vous cherchez? Après le maillot vert, en tout cas, je dois remercier tous mes supporters, tous mes fans qui me soutiennent, avec les membres de fédération aussi, avec tous les gens qui me soutiennent sur le vélo aussi. Je dois tous les remercier. Après le maillot vert, ce qu'on cesse seulement, c'est toujours aller devant. C'est le maillot jaune qu'on peut avoir. D'accord. En tout cas, monsieur, on va vous dire merci d'être passé sur ce plateau. Et on va se retrouver pour le bilan dans 3 semaines, vous l'avez dit. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Après l'effort, le reconfort, le comité national d'organisation de la 32e édition du Tour cycliste international du Faso, le Tour du cinquantenaire a organisé dimanche dans la soirée sa traditionnelle cérémonie de récompense de ceux qui ont animé le Tour du Faso. Ainsi, les 9 vainqueurs des 10 étapes, voilà, les porteurs des maillots blancs de la combativité, roses des points chauds et verts du classement au point ont reçu des trophées. Manuel Antonio Dario, vainqueur de cette édition 2019, a reçu le grand trophée des mains du ministre des Sports et des Loisirs, Daouda Azoupio.
Il n'y a pas que du cyclisme au Faso, les fans du foot aussi sont également nombreux et Salitas a fait d'une bouchée les jeunes académiciens de Majestic. Un match en retard de la 6e journée du Faso Foot joué samedi au stade régional de Zignaré. Les Colombes se sont régalés en écrasant Majestic sur le score de 4-0. Michel Batiebo a signé un doublé. Mariam Ouattara et Moussa Ouedraogo étaient des témoins privilégiés. Michel Batiebo, puissance 2, Salitas, puissance 4, une véritable promenade de santé pour les Colombes à Zignaré. Et Majestic n'y aura vu que du feu. Le premier but annonce déjà les couleurs de cette soirée cauchemardesque pour Majestic. Une frappe de Michel Batiebo, une balle rabattue par Farid Ouedraogo qui se fourvoie avec ses défenseurs et ouvre le score contre son camp. 1-0 pour Salitas. Un but symptomatique de la suite de la rencontre. À la 25e minute, sur une passe de Michael Ibé, Michel Batiebo trouve cette fois le chemin des filets. Le break est fait et Majestic peine à se reprendre. Salitas enfonce le clou à la 40e minute. Un travail d'équipe devant un milieu majesticien fébrile et à la conclusion, Michel Batiebo, encore lui. 3-0, c'est sur ce score que Joachim Ouattara renvoie les 22 acteurs dans les vestiaires. De retour sur le terrain, Adama Yanogo essaye de réaménager son milieu. Majestic tente de revenir dans le match et s'offre quelques occasions. Mais Salitas veille au grain et ne laisse rien passer. Batiebo Michel, insatiable, manque le triplé. Et c'est finalement Michael Ibé, passeur sur le deuxième but, qui va se muer en buteur cette fois-ci. Nous jouons la 69e minute et le corner d'Ibrahim Bari trouve Michael Ibé qui a le temps d'armer son tir. Farid Ouedraogo n'y voit que du feu. 4-0, c'est le score final. Un score qui tend à confirmer un retour en force de Salitas. Ou pas. Salitas a été toujours là. Voilà, c'est que bon, c'est le début qui a été un peu difficile pour nous. Voilà, ce soir vraiment les enfants, ils ont vraiment respecté les consignes. Voilà, depuis le début de la semaine, voilà, c'est bien préparé. On a un terrain synthétique, comme on doit venir aussi les syndics. C'est bien préparé, voilà. Bon, ce soir vraiment, ils ont bien respecté les consignes. On est très contents, très satisfaits des résultats. Parce que c'est un bon joueur. Bon, c'est dans le but sportif, il y a des moments bas et des moments hauts. Voilà, il était un peu de vitesse. Voilà, ce soir, il s'est réveillé. Chapeau pour lui. Pour Majestic, cette prestation est à vite oublier. Au milieu du terrain, en premier mi-temps, on n'a pas existé. Voilà, on n'a pas existé. Ici, vous voyez les buts, c'est sur des pertes de balles et des attaques rapides qu'on les a encaissées. Donc, c'est des problèmes tactiques qu'on doit corriger, voilà, pour résoudre ces problèmes. On n'a pas su créer beaucoup d'occasions, donc c'était difficile. Bon, il y a des jours aussi comme ça. Ce score permet à Salitas de rattraper Majestic en confrontation directe. 5 matchs, 2 victoires pour chacun, plus un nul. Et de sa jeune expérience en 2-1, c'est bien la première fois que Salitas bat Majestic par plus de 2 buts d'écart. Une victoire avec une incidence notoire au classement. Merci Mariam Ouattara. Voici le classement donc à l'issue de la 9e journée. On va dire que ce match en retard a eu effectivement une incidence sur le classement. Premier Raimo avec 18 points. Deuxième Sonabel, 16 points. Troisième ASFB, 15 points. Quatrième Salitas, 14 points, moins un match. Voilà, il reste un match encore. Asfa Yenenga est 5e avec 14 points. Majestic 6e, 14 points. L'AS Douane 7e. 13 points pour Kozaf 8e, 12 points pour l'USFA 9e et Faux 10e avec 11 points. Le RCB 11e 10 points, 12e l'Union sportive de Ouagadougou avec 9 points. Royal FC 13e 8 points. 8 points également pour le RCK, 7 points pour la SEC de Koudougou et puis la S-Police ferme la marche. Et c'est une occasion pour moi de recevoir sur ce plateau le directeur technique national, monsieur Ousmane Sawadogo. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Et puis monsieur Abdul Karim Minungou, qui est le monsieur football des jeunes à la Fédération burkinabé de football. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour parler donc de phase finale du championnat des jeunes, U15, U17 et U20. Tout à fait. Alors, dites-nous comment ça s'est passé, ce championnat-là. D'accord. Alors, tout est parti d'une vision, d'une analyse qui a été faite par les acteurs. Et la direction technique nationale ici présente pourra peut-être revenir sur cette vision-là. Et ensuite, nous qui sommes plus pratiques, plus dans la branche opérationnelle, nous avons mis en exécution cette formule qui nous a permis de faire jouer des jeunes. Plus de 6900 jeunes dans tout le Burkina, dans les 13 ligues, ont joué
Et c'est l'apothéose qui se tiendra à Ouaouguia lors de ces journées fédérales de football des jeunes. Alors parlons davantage de ces journées-là, parce qu'on sait que c'est samedi. Comment ça va se passer? Alors, disons que cette journée, d'abord dans la matinée, il y aura un atelier qui va consister à regrouper l'ensemble des acteurs, des coordinations régionales qui ont été mises en place pour accompagner le football des jeunes. Alors, c'est justement ce que je disais que la direction technique nationale est bien indiquée pour revenir sur cet aspect-là. De toutes les façons, on en parlait. Oui. Voilà, parce que M. Savadougou, on sait qu'il parlait de vision. Est-ce qu'on peut avoir une déclinaison de cette vision-là, de la Fédération burkinabé de football? Vu qu'il y a eu plusieurs systèmes qui ont été essayés, je ne vais pas revenir sur les détails, mais ce sont en tout cas montrés, on va dire, infructueux ces systèmes-là. Aujourd'hui, quelle est la vision de la Fédération burkinabé de football en matière de relève et de promotion du football des jeunes? Merci bien. Lorsque l'on parle de football de jeunes, très souvent, de façon classique, l'objectif, c'est d'inculquer des valeurs aux jeunes, aux enfants, tout d'abord. Donc, vous avez des valeurs éducatives, vous avez aussi des valeurs sportives. Mais cette fois-ci, au-delà de cet aspect, nous voudrions faire en sorte que le football de jeunes puisse être un puissant levier pour le financement même de l'ensemble de notre football. On pourra développer, mais vous savez que la plupart de nos clubs vivent quand même pas mal de difficultés pour le fonctionnement, alors que le football de jeunes, quand il est bien mené, peut permettre à ces acteurs-là, tout en travaillant pour se doter de meilleures ressources humaines, de pouvoir, par le biais des transferts, par le biais des partenariats qui peuvent lier avec d'autres structures à travers le monde, de s'autofinancer, de se prendre en charge de façon pérenne et durable, plutôt que d'attendre des sponsors qui ne viendront pas, parce que ça dépend aussi du tissu économique, de la santé, de l'économie nationale et autres. Donc le football de jeunes peut, au-delà du fait d'inculquer des valeurs éducatives, des valeurs sportives, peut permettre à notre football de se prendre entièrement en charge. Et là, on pourra peut-être détailler tout au long de l'entretien, mais il y a quand même des dispositions qui ont été prises par les acteurs en Assemblée générale de la Fédération burkinabé de football pour que désormais, sur tout cas de transfert, il y ait un pourcentage affecté au financement du football de jeunes. Ce qui veut dire que si nous travaillons à faire partie plus de talents et des talents de plus grande qualité dans le football professionnel, nous pourrons engranger des ressources qui vont être injectées dans le football de jeunes, et ça va nous permettre de développer un football de jeunes de qualité, donc de produire davantage de footballeurs de qualité et de pouvoir faire des transferts qui vont être des sources de revenus pour nos clubs. Alors cela commence déjà par le respect des cahiers de charges. On sait que les clubs au Burkina de première division sont soumis à un cahier de charges où chaque club devrait en principe avoir une équipe jeune. C'est pas respecté. Et est-ce que cette vision-là n'est pas une vision mornée déjà, si à ce niveau il n'y a pas de respect? Non, non, pas du tout, pas mornée, parce que ce qu'il faut, c'est sensibiliser, faire comprendre aux acteurs qu'il y va de leur intérêt. Sanctionner ou sensibiliser? Non, sensibiliser d'abord, parce que quand on ne comprend pas du tout, même si vous voulez forcer les gens, ils vont mal faire les choses. Donc, il vous a dit qu'il y a actuellement plus de 6 000 jeunes qui ont pris part à cette compétition pour la première année. Je dois vous dire qu'il y a des acteurs qui étaient absents lors de la première année, mais qui se sont déjà engagés pour la prochaine saison. Et c'est clair que dans les grands pays de football, quand vous prenez les grands clubs, les gens parlent justement de Barça, je ne veux pas vexer les supporters du Real Madrid, mais ces clubs-là, leur ressource, la plus grande ressource vient de la formation. Voilà, vient de la formation. Donc nous pensons que nous allons réussir à faire comprendre ça à tous les acteurs de notre football. Et du reste, quand vous regardez la configuration du football burkinabé, vous constatez qu'il y a de nouveaux acteurs, même dans le championnat de première division, qui essaient de reposer
leur philosophie sur la formation. Nous souhaiterions que ces nouveaux acteurs qui vont venir, qui vont investir davantage dans la formation, puissent servir de modèle pour l'ensemble. Et les compétitions de jeunes vont à terme nous permettre de mobiliser vraiment tous les acteurs de notre football. Rassurez-vous, de plus en plus, les clubs vont travailler à asseoir une politique de formation à leur sein. D'accord. Alors, M. Meningou, est-ce qu'on peut avoir les oppositions de ce samedi? Oui, les oppositions de ce samedi sont les suivantes. Vous avez d'abord, dans la matinée, 2 finales. Il y a les minimes qui vont jouer. Donc, premièrement, vous avez AFC de Pau qui va jouer contre Nakoum de Houndé. Donc, vous voyez que le championnat se joue partout et que ce sont des clubs de régions, de d'autres provinces qui jouent la finale. Ensuite, vous aurez en second match dans la matinée, vous avez Fabao de TSC qui va jouer contre Vitesse FC qui est de Bobo. Ensuite, dans l'après-midi, le clou, c'est les juniors. Vous aurez une équipe de Waïgua CFAO contre Colma AC de Bobo. Donc, mais avant cela, je vois que je ne vois pas de RCB B ou de FOB, de ASFA B. Alors, je ne vois pas non plus de Saltas B. Tout à fait. Je peux vous dire que nous avons eu au total, en termes d'engagement, 230 équipes, y compris les équipes que vous avez citées, qui ont pris part à ce championnat-là. Et sur l'étendue du territoire national, les 13 ligues ont été représentées. Au total, d'abord parce qu'il faut dire que ça se joue en 3 phases. Okay. La première phase, c'est la phase régionale, où chaque ligue organise son championnat dans les 3 catégories, minime, cadet et junior. Ensuite, les meilleurs sont qualifiés pour la phase de zone. Parce que l'objectif dans la conception est que le joueur voyage moins, mais qu'il joue beaucoup. D'accord. Ensuite, ce sont des élèves en plus. Ce sont des élèves, parce que ça tient compte de ces éléments-là. Non seulement ça réduit le coût, l'organisation, et ça réduit aussi, ça permet à l'enfant de rester et suivre ses cours. Dans cette phase-là, nous avons eu au total 81 équipes qui ont été qualifiées et qui ont joué au total 449 matchs. Alors, en aller-retour, donc il y a un quota qui sont exigés par rapport à la formation même d'un athlète. Il y a un minimum de matchs qu'il doit remplir. Et ça, la direction technique en a tenu compte. Et là, nous sommes à la phase nationale où vous avez regroupé 28 équipes qui ont joué en aller-retour dans les 3 catégories. Donc il faut dire que c'est un programme, c'est une vision qui tient à cœur le comité exécutif à travers le président, qui a mis un point d'honneur dans la réussite de cette compétition-là, de ce championnat-là. Et qui, en tout cas, avant ça, avant de voir les finales, nous allons d'abord réunir les acteurs pour faire le bilan de ce que nous avons fait. Et ensuite jeter les bases avec la direction technique nationale, parce que les 13 ligues, dans chaque ligue, il y a une coordination régionale qui a travaillé à permettre que ces compétitions se déroulent bien. Donc vous allez voir des jeunes jouer, c'est une réalité, et au total, rassurez-vous, ça dépasse les matchs du championnat de première division. Nous avons joué, avec les matchs qui vont se jouer là, 797 matchs. Imaginez, nous avons eu 6900 jeunes qui ont joué. Alors, et les sélectionneurs nationaux suivent cette compétition-là. Dans les 3 catégories, il y aura 30 noms dans chaque catégorie qui va être dressé et des programmes seront développés pour le suivi de ces jeunes-là. Donc c'est un programme qui est assez précis et qui se veut véritablement quelque chose qu'il faut pérenniser. Et le comité exécutif, à travers le président de la fédération, en tout cas, c'est sûr qu'ils y veilleront. Parce qu'il y a une coordination nationale qui a été mise en place, qui est présidée par le premier vice-président de la fédération. Où dans cette commission-là, vous avez la direction technique nationale qui est représentée. Vous avez la commission centrale des arbitres qui sont représentés, le département des compétitions qui sont représentés, les finances de la fédération qui sont représentées. Ce qui fait qu'au quotidien, ils savent à quel niveau se trouve la compétition, qu'est-ce qu'il faut faire comme levier pour que cette compétition avance. Donc, en plus de cette coordination nationale, il y a des coordinations dans les 13 ligues qui regroupent un référent technique. Ensuite, vous avez le secrétaire général de la ligue. Et ensuite, les acteurs même sont représentés dans cette coordination. Donc, ce sont ces coordinations-là qui vont se retrouver à Waïgua, faire le bilan, participer au final, et ensuite, on va jeter les bases pour la saison qui va commencer. Merci beaucoup, M. Meningou. Merci, DTN. On se reverra, en tout cas, pour parler de football de jeunes. Vous savez que je suis un fan de football des jeunes. C'est l'occasion de vous inviter à participer activement à Waïgua, inviter tous les fans de football, la population de la région, à sortir massivement, parce que non seulement il y a une équipe de Waïgua qui a participé brillamment à cette compétition-là et qui va jouer la finale, et quand on voit les jeunes jouer, il y a du talent et il y a de bons spectacles à voir. Donc vous êtes invités à prendre part à ces événements-là. Merci. De toutes les façons, on y sera. Merci, monsieur, et c'est ici que nous mettons fin à ce magazine. On se retrouve vendredi pour d'autres actualités sportives. Bonsoir.